Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je ne vous entends pas, mais le son est bon, vous m'entendez? Bon, parfait. Donc, bienvenue à vous tous pour cette première vidéoconférence organisée par la délégation régionale Île-de-France des entreprises du voyage. Donc, suite en fait à la visio qui avait été organisée la semaine dernière au niveau national, on a vraiment senti qu'il y avait un besoin de répondre à vos questions d'ordre pratique, d'ordre technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent au niveau, suite aux différents dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Et donc, nous avons demandé à Valérie Bonnède, que vous connaissez bien, la secrétaire générale des entreprises du voyage, ainsi qu'à Marie-Laure Taragano, de vous proposer cette séance de questions-réponses sur tous les sujets qui vous concernent, comme le fonds de solidarité, le chômage partiel et les autres dispositifs. Donc, nous avons reçu plus d'une centaine de questions, donc ce qui montre qu'il y a un besoin important d'éclaircir beaucoup de sujets. Nous n'avons pas réponse à tout, bien sûr. Il y a encore beaucoup de dispositifs qui ne sont pas encore complètement calés, notamment par exemple sur la question des coûts fixes, évidemment, qui a été évoquée par le gouvernement la semaine dernière. Mais il y a quand même aussi beaucoup de sujets sur lesquels on peut vous répondre. Et donc, pour mener cette réunion, j'ai préparé une petite présentation avec les différents sujets. Donc, nous allons essayer de passer en revue un par un. Comme je l'ai dit, vous avez envoyé plus d'une centaine de questions. Donc, j'ai classé toutes les questions. Aucune question n'a été supprimée par sujet. Et ce que je vous propose, c'est que sur chaque sujet, il y aura peut-être un propos liminaire de Valérie ou de Marie-Laure, par exemple sur le fonds de solidarité, pour dire où est-ce qu'on en est, s'il y a les sujets. Ensuite, j'afficherai les questions qui seront passées en revue. Certaines auront d'ailleurs été probablement auront été répondues par nos intervenants. Et puis, si vous avez d'autres questions, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, sur le sujet concerné, vous pouvez les mettre sur le chat et puis on essaiera d'y répondre à ce moment-là. Voilà, donc gardez bien vos micros fermés, c'est important. Et puis, comme je l'ai dit, vos questions, posez-les uniquement quand on aborde le thème concerné. Encore une fois, j'ai vraiment essayé de reprendre toutes les questions, donc a priori, on répondra à tout. En tout cas, on essaiera de répondre à tout. Donc, je propose qu'on démarre. Je vais ouvrir le micro de Valérie, voilà, et de Marie-Laure. Donc, bonjour à vous deux. Et puis, Bonjour. voilà. Et je vais partager donc, Bonjour. voilà, à moins que, voilà, on va commenter comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, donc les différents sujets qui vont être abordés, donc il y en a beaucoup, comme vous pouvez le constater. Donc le fonds de solidarité, beaucoup de questions sur le fonds de solidarité. Un sujet aussi, beaucoup de questions sur les aides pour les gérants. Plusieurs questions et j'ai vraiment voulu les mettre en avant. La question de la prise en charge des coûts fixes, je l'ai évoqué. Ensuite, on abordera l'activité partielle, l'APLD, donc le dispositif longue durée, le PGE, les avoirs et ordonnances. Quelques questions sur ce sujet, même si ce n'était pas vraiment le sujet de la conférence, mais on y répondra aussi. La réorganisation des entreprises, et puis les autres questions qui ont été que j'ai mis dans la catégorie divers. Alors, on a déjà une personne qui a fermé son micro. Donc, on va commencer par le fonds de solidarité. Donc, peut-être Valérie, tu veux dire un mot avant qu'on passe aux questions? Oui, je propose qu'on fasse un petit point, une petite récap. Alors, j'ai un écho, moi, je ne sais pas si ça va chez vous, mais je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Une petite récap sur les aides. Donc, tu les as listées, peut-être expliquer juste en préambule pour l'ensemble des aides. Évidemment que tout ce que je vais dire aujourd'hui contient des informations absolument sûres avec des textes qui sont sortis et d'autres dont on a connaissance, effectivement, qu'on nous a confirmés, mais qui ne sont pas encore suivis de textes ou de... il y a quelqu'un qui écrit qu'il y a un écho très fort. Donc, vous pouvez me dire si ça va ou pas, parce que je ne vais pas pouvoir, moi, gérer ça.
Lionel? Bon. Donc, moi, j'ai aucun écho. OK, parfait. Tant mieux. Écho. OK. Donc, voilà. Donc, il faudra effectivement, je dirais, ce qui est certain, ce qui est consolidé, ce qui va venir et dont on est sûr, entre guillemets, mais sans avoir les textes. Et puis, ce qu'on nous a dit peut-être pour après. Le message principal que je voudrais passer, c'est qu'effectivement, je n'aurai pas les réponses à toutes les questions. Il y a parfois des réponses qui ne sont pas agréables, mais je ne vais pas les changer par rapport, évidemment, par rapport à ce dont j'ai connaissance. La situation actuelle fait, surtout, on est vraiment dans une situation, là, dans les 2 dernières semaines et dans les semaines qui viennent, où encore ça peut changer, puisque bien sûr, les mesures qui sont prises, elles sont prises pour certaines depuis décembre, et la situation est en train d'évoluer. Voilà, donc tout ça est un peu mouvant. Donc si tu veux, est-ce que tu veux que je fasse une récap sur le fonds de solidarité et ensuite tu me poses des questions, c'est ça? Donc, alors, comme tu veux, on a au moins une dizaine de questions sur le fonds de solidarité. Donc, on peut passer directement aux questions et puis tu y réponds. Voilà. D'accord. Attends, voilà. Ce qui serait bien, peut-être, c'est que quelqu'un les lise, parce que sinon, ça va faire un temps… Enfin… Ben, moi, je peux les lire. Hein, voilà, ce serait bien. Donc, comme beaucoup d'agences de voyage, notre chiffre d'affaires est constitué par nos marges et pas par notre volume d'affaires. C'est pénalisant. Que proposez-vous? Donc, la question du chiffre d'affaires dans le volume d'affaires ou chiffre d'affaires. L'aide du fonds de solidarité, quand même, pour rappel, c'est le mois de décembre. Là, on est sur le mois de décembre par rapport aux questions qui sont posées. C'est le nouveau dispositif qui a été mis en place en décembre, qui est une option, soit les 10 000 euros, soit effectivement un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires en fonction du montant de perte de chiffre d'affaires, 50 ou 70% de perte de chiffre d'affaires. Et la question du CA et de l'expression de ce chiffre d'affaires s'impose parce qu'en fait, on doit effectivement comparer soit mois par mois, donc décembre 2020 par rapport à décembre 2019, soit décembre 2020 par rapport à la moyenne de l'année 2019. L'expression du chiffre d'affaires, c'est une question qui remonte très souvent et c'est ni moi ni personne d'autre qui a la définition, c'est votre expert comptable, on le dit, on le redit. En gros, normalement, et c'est vraiment très important de prendre les bons chiffres, eh bien, pour une agence qui fait de la distribution, c'est effectivement lié à ses commissions. Et pour une agence qui fait de la production, c'est l'ensemble des prestations qui sont facturées. Donc, le CA, il est calculé par votre expert comptable et le CA de référence pour le fonds de solidarité, c'est ce qui est dit par Bercy, c'est le CA dans son expression comptable. Donc, vous prenez vos documents comptables et c'est ce qui est écrit dans vos documents comptables. Alors après, que ce soit pénalisant ou pas, malheureusement, c'est sûr que quand vous êtes dans la distribution, l'expression de ce chiffre d'affaires va être sur les marges ou les commissions, donc plus faible, évidemment, que quand on est en production. Mais voilà, c'est comme ça. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de ne pas jouer un coup l'un, un coup l'autre, parce que évidemment, tout ça va être recoupé par les services de l'État. Vous savez que ce sont des sommes très importantes là, qui vont sortir des caisses de l'État. Donc, évidemment, il va y avoir des recoupements. Et quand vous allez exprimer votre perte aussi de chiffre d'affaires, on peut aller voir ce que vous avez fait pour le fonds de solidarité, puis ensuite pour l'aide aux congés payés, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, j'essaie de regarder vite fait les petites questions qui arrivent, mais ce n'est pas hyper facile. Les experts comptables sont perdus? Oui, alors on le sait parce qu'honnêtement, on a quasiment les experts comptables de toutes les agences qui nous appellent alors que c'est leur métier. Donc, nous, on peut aider et renseigner comme je le fais aujourd'hui. Et vraiment, la réponse, c'est ça. C'est votre expert comptable qui doit prendre ses responsabilités et vous devez reprendre le chiffre qu'il y a sur vos documents comptables et ne pas jouer parce que c'est pénalisant ou pas. Voilà, moi, c'est la recommandation que je voudrais vous faire. Très bien, donc sur le fonds de solidarité de décembre qui est toujours en attente. Ça, c'est vraiment… Je peux en témoigner, c'est le cas. C'est oui. un sujet d'actualité. J'ai beaucoup d'agences, alors beaucoup, je ne dirais pas une multitude, mais plusieurs agences qui m'ont fait savoir depuis hier qu'elles avaient reçu des réponses
ou qui disent que le dossier n'est pas instruit ou que les chiffres ne sont pas bons. Et que, évidemment, c'est anxiogène parce que vous avez un délai de 15 jours pour revenir vers eux et que quand vous appelez, vous n'avez pas de réponse parce que les services sont débordés. J'ai fait un point et je vais le redire à plusieurs moments dans cette conférence hier soir avec Bercy pendant 1h30 avec la personne qui est en charge de notre secteur à qui j'ai fait remonter 2-3 mails qui m'ont exprimé effectivement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y avait une réponse négative. Donc, premier point, même en dehors de toute réponse négative, si vous n'avez pas de réponse, il faut que vous sachiez qu'il y a un bug, effectivement, c'est pas une fake news, il y a un gros bug qui fait que 100 000 dossiers sont coincés depuis hier à Bercy dans le traitement des demandes de fonds de solidarité pour décembre. Donc, ça va se résorber, m'a-t-on dit, aujourd'hui et demain. Donc, il faut un peu attendre ça. En revanche, voilà, une agence vient de dire que ça vient de se débloquer, donc voilà, ça confirme ce qu'on m'a dit. En revanche, sur les problèmes qu'on vous fait remonter quand on vous dit le chiffre n'est pas bon ou ça ne correspond pas aux documents qu'ils ont déjà, vraiment, il faut bien regarder si vous avez pris les bons chiffres. Il y a aussi une rumeur, je le dis parce que j'ai vu passer plein de messages d'agences qui disent qu'il y a peut-être un problème avec la déclaration de la TVA, puisqu'on déclare évidemment dans une certaine partie des comptes pour la déclaration de TVA que ce qui est soumis à TVA, mais qui ne représente pas la totalité du chiffre d'affaires. Donc, il faut un peu voir ce qu'il y a et vous avez un espace personnel sur le site sur lequel vous devez parler et interroger ou donner des informations. Donc, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, de mon côté, moi, j'ai fait remonter à mon interlocuteur 1 ou 2 exemples des réponses qu'on a reçues et je ferai une communication sur ce point au niveau de DV dès qu'on aura un peu d'éclaircissement. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui ont déjà reçu immédiatement le fonds de solidarité depuis le 15 janvier et qu'il y en a, effectivement, c'est confirmé là, pour lesquels ça s'est débloqué depuis hier. Voilà pour répondre à ce deuxième point. Je vais essayer d'aller vite là où ça peut aller vite, mais là, je sais qu'il y a une vraie anxiété par rapport à ce sujet. Ouais. Je confirme qu'il demande beaucoup plus de documents qu'avant. C'est moins automatique. Mais c'est un peu normal vu le fait qu'aujourd'hui, le Fonds de solidarité, les montants sont plus importants qu'avant. Jusqu'à quand? Donc ça, c'est la troisième question. Jusqu'à quand le Fonds de solidarité? Oui, alors je vais essayer de ne pas dire alors au début de chaque phrase. Hein, Lionel? Donc, le Fonds de solidarité, c'est pour décembre. On est pour reprendre mot pour mot ce que m'a dit Bercy hier, pour janvier et février. C'est à signature, mot pour mot, c'est-à-dire que la décision est prise, c'est arbitré, il n'y a plus qu'à valider le fait que ce même dispositif sera reconduit pour janvier et pour février, le même que décembre. Donc, les 10 000 euros, soit les 200 000 euros. Plafond, 200 000 euros. Donc, je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais ça, c'est un engagement, il n'y a plus qu'à signer, entre guillemets. Ce n'est pas comme si je vous disais, on a fait une demande et on attend d'avoir la réponse. Normalement, ce dispositif sera reconduit en janvier et en février. Donc, tu réponds à la quatrième question, c'est oui, le plafond. Pour un tour opérateur, un gros tour opérateur, on peut imaginer qu'il est 200 000 en décembre et 200 000 en janvier. Alors, on peut imaginer ça. Et ce qu'on peut aussi savoir, comme ça va répondre à un des points peut-être soulevés, c'est qu'il y a un plafond pour le fonds de solidarité, c'est 800 000 euros. D'accord? Donc, si on a, comme la question est posée, comme tu me le demandes, une entreprise qui a eu 200 000 euros en janvier, qui en aura 200 000 en février, il faut compter ce qu'elle a eu aussi au mois d'octobre, au mois de novembre. Et en tout cas, cette somme globale pour l'agence, l'entreprise sur la période Covid ne pourra pas dépasser 800 000 euros. On n'en est pas encore là, mais c'est juste pour que vous ayez en tête ce montant, ce plafond. Pour la base de CA, on peut prendre janvier, février 2020 ou c'est janvier, février 2019? Alors, sur la base, et ça vaudra à chaque fois qu'on va avoir à comparer un chiffre d'affaires. On va voir qu'il y a d'autres dispositifs qui le demanderont. Oui, on peut prendre janvier 2019 pour janvier, on peut prendre janvier 2020, on prend janvier 2020 pour janvier 2021, pour le mois qui vient, quand ce sera signé. Pour les mois de janvier et février, donc on prend l'année 2020 en termes de référence, et pour les autres mois, si ça se poursuivait, eh bien on prendrait les références mois de 2019, ou alors la moyenne, comme je vous l'ai dit, des mois précédents, des 12 derniers précédents. Y a-t-il plus de refus? On ne sait pas pourquoi il y a plus de refus. On vient de le dire. On peut le dire. Quels sont les points contrôlés?
Évidemment qu'il va y avoir des recoupements par rapport aux chiffres que l'administration a déjà et par ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que ça va être plus contrôlé et c'est pour ça qu'il y a plus de contrôle parce qu'il y a d'énormes sommes en jeu. Si l'on utilise une partie des sommes reçues par l'agence dans le cadre du fonds de solidarité pour se rémunérer, est-ce que ces sommes sont à déclarer en rémunération et donc seront-elles fiscalisées? Alors, je vais répondre à cette question, sachant que je n'ai pas dit que nous allons envoyer une note à tous les adhérents demain. Donc, je vous le dis, tout va être écrit, ce que je vous dis, demain pour récapituler tout ce que je suis en train de vous dire et tout ce qu'on a à jour. Et dans cette note, je mettrai un lien vers le site de Bercy qui répond honnêtement à plein de questions, et notamment celle-ci. Il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt ni de fiscalité de quelque sorte qu'il soit sur les fonds reçus au titre du fonds de solidarité. J'ai une question, du coup, il y a quand même une fiscalité de l'impôt sur les sociétés, puisque ça c'est comptabilisé en chiffre d'affaires. Je te lis exactement. Est-ce que la subvention est soumise à impôt? L'article 1er de la loi de finances rectificative 2020, publié le 26 avril, prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur de toute cotisation et contribution sociale d'origine légale ou conventionnelle. Ah, d'accord, c'est intéressant, très intéressant. Si un groupe peut potentiellement dépasser 200 000 € d'aide sur le fonds de solidarité de décembre, comment doit-il déclarer son chiffre d'affaires sur les formulaires? Faut-il les minorer artificiellement pour répartir les 200 000 € sur le groupe? Ça va très vite, on ne fait rien d'artificiel. En gros, on déclare exactement ce qu'on doit déclarer. On ne fait pas de calcul, c'est l'administration qui plafonne et on ne garde pas le supplément pour un autre moment. Y a-t-il un plafonnement? Tu as répondu à cette question, donc c'est 800 000 €. 800 000 € pour le fonds de solidarité. Quand on parlera tout à l'heure d'une autre aide, je vous donnerai un autre plafond qui vient en plus. J'ai cru entendre qu'il y avait une négociation quand même avec la Commission européenne pour que ce plafond soit rehaussé. Il a déjà été, il était de 200 000 et il est passé à 800 000. D'accord. Alors ça, c'est une question qui était plus générale. Est-ce que notre agence a le droit à des aides de l'État en étant récente, créée en 2020, zéro chiffre d'affaires, mais beaucoup d'investissements et de dépenses? Alors, elle est en rouge parce qu'elles ont été rajoutées en dernière minute, hein, et j'ai oublié d'enlever la couleur. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que oui, il y a des aides pour les entreprises qui sont créées soit antérieurement au mois de mars 2020, soit même postérieurement, mais antérieurement en étant récente. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le lien que je vous enverrai, que produit Bercy, franchement, dans les questions-réponses, il y a des réponses à ce sujet-là en fonction de la date de création. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous aurez ça. Et pour ceux qui écoutent et qui veulent noter, c'est page 43 du document qui s'appelle « Mesures de soutien ». Je vous le montre, économique. Voilà, je n'invente rien. Et là, il y a effectivement des aides qui sont différentes en fonction de la date de création, puisqu'on ne peut pas, notamment pour le fonds de solidarité par exemple, on ne peut pas faire une moyenne de l'année, évidemment, pour comparer. Donc, on compare les mois qui existent ou on compare un certain nombre de mois par rapport à certaines mesures. Donc, Lionel, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très spécifique et au cas par cas, mais il y a vraiment des réponses. Et une fois que les entreprises qui nous écoutent auront regardé si elles ont encore des questions, on regardera précisément. Mais je pense que quand même, c'est bien de les regarder parce que c'est quand même très bien expliqué. Mais oui, ce n'est pas forcément facile. Et évidemment, s'il n'y a aucun chiffre, rien du tout, il n'y a pas de comparaison possible, donc il n'y aura pas de fonds, ça c'est clair. Mais s'il y a un peu d'activité, il y a une possibilité d'avoir une comparaison. Voilà. J'ai omis la question sur les congés payés. Alors peut-être d'ailleurs en profiter pour… On va peut-être la faire après le fonds de solidarité. Voilà. On la fera après le fonds de solidarité. Donc, parce qu'une personne me relance en disant que vous n'avez pas répondu à la question sur les congés payés. Mais on va faire après. On va finir sur le fond. Juste sur le fonds de solidarité, il y a une question supplémentaire, c'est va-t-il avoir un effet rétroactif si nous n'avons pas de réponse dans les 15 jours? Alors, je n'ai pas la réponse exacte à ça, mais moi, les personnes que j'ai eues hier à Bercy me disent que, évidemment, on ne va pas vous supprimer le fonds de solidarité s'il y a eu un bug, s'il y a eu des problèmes, et si on n'a pas réussi à faire un échange avec les services de Bercy. Donc, voilà, on sera là pour porter ce point. Et évidemment, si vous y avez le droit et qu'on montre qu'on est de bonne foi, voilà, on pourra faire valoir ses droits. Très bien. Alors,
le sujet de l'aide pour les gérants, en fait, je me suis permis de remettre vraiment textuellement toutes les questions qui ont été posées là-dessus. Il y en a plusieurs, à savoir qu'est-ce qui est prévu Alors, ou qu'est-ce qui n'est pas prévu pour les gérants TNS, comme votre serviteur d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ce point, qu'elles sont extrêmement variées et que je n'ai pas forcément une réponse précise à chacune, et il y a un peu un sentiment des personnes concernées qu'on a laissé de côté, ce qui est faux. Alors, moi, je vous rappelle plusieurs principes. Le fonds de solidarité, et bien sûr, si Maître Taragano a des choses à ajouter, il n'y a aucun problème, évidemment, pour moi, à ce qu'on puisse être interactif. Le fonds de solidarité, clairement, il a été créé au départ pour les travailleurs, pour ceux qui ne sont pas salariés, justement. C'est quoi le fonds de solidarité? C'est d'apporter une ressource financière pour des cas où on a des dirigeants qui n'ont pas d'autres moyens de subsistance, en tout cas. Donc, par exemple, pas d'activité partielle. Alors, ces questions-là, moi, je les ai regardées hier et on a encore une fois fait un point avec Bercy, qui me disent, d'après eux, que normalement, il ne doit pas y avoir, entre guillemets, de trou dans la raquette. Normalement, à part les entreprises toutes nouvellement créées et qui n'ont pas eu dégagé de chiffre d'affaires du tout. Mais sinon, le fonds de solidarité, au départ, il est fait pour ça. Donc, je ne comprends pas, sauf à ce qu'on puisse éventuellement discuter de ça, comment vous n'avez pas eu le droit au fonds de solidarité, à moins d'avoir, vous savez qu'on a enlevé les indemnités de retraite, par exemple, de la somme versée jusqu'à décembre, puisque ce n'est plus le cas après, à moins que vous ayez des choses qui se viennent en déduction des 1 500 € qui étaient au départ, puis des 10 000 €. Mais il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas accès au fonds de solidarité. En revanche, sur l'activité partielle, c'est souvent une combinaison de ces deux dispositifs qui sont mis en lumière en disant on n'a droit ni à l'un ni à l'autre. C'est sûr que si vous êtes salarié ou si vous êtes salarié mais que vous ne cotisez pas aux caisses, eh bien, il n'y a pas d'activité partielle pour vous. C'est un dispositif qui est fait pour ça. Donc, voilà ce que je peux répondre. Et sur le fonds de solidarité, si vous n'avez pas fait de demande antérieurement, il y a une rétroactivité possible, même si elle était, je crois, j'ai plus en tête le délai en arrière pour lequel on pouvait revenir, mais on peut essayer, notamment nous, de faire remonter votre demande. Mais voilà ce que je peux dire sur cette question, Lionel, à moins qu'il y ait des questions plus précises. Valérie et Lionel, si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet, sans rentrer sur le fonds de solidarité, effectivement, et l'imputabilité, l'exigibilité ou pas, je pense que ce serait, parce que je vois les questions, par exemple, deux époux qui sont conjoints salariés associés à 100% du NSAS, sans évidemment absolument tenter de frauder, parce que tel ne sera pas le cas, pas rétroactivement, mais à l'avenir, compte tenu du contexte. Je rappelle d'une part que les deux associés peuvent ne pas avoir forcément le même statut. Celui qui est exclu, c'est le gérant majoritaire. Le gérant majoritaire ne peut pas être salarié, ça c'est évident, et ne pas bénéficier. L'autre co-gérant, il peut très bien avoir une double rémunération de mandataire social et de salarié. Il serait peut-être opportun pour ces structures de modifier la structure pyramidale, voire la structure, pour que soit l'un des deux soit salarié, parce que je rappelle qu'un gérant ou un dirigeant peut être salarié dès lors qu'il justifie du lien de subordination d'un contrat de travail. Ce n'est pas infaisable. Le chômage partiel, l'activité partielle, il n'est pas ouvert aux dirigeants, par exemple, d'une SAS ou d'une SASU, sauf si justement il a signé un contrat de travail, dès lors qu'il justifie d'un lien de subordination et tout le reste. Mais c'est possible. Alors, rétroactivement, c'est compliqué parce qu'il pourrait faire tentative, ça implique une modification des statuts, ce qui n'est quand même pas grand-chose, mais compte tenu de l'avenir incertain et tout ça, ça pourrait être un vrai sujet de revoir justement les qualifications des co-gérants, gérants et associés. Alors, juste… Il y a quelqu'un qui fait remarquer que le fonds de solidarité, avant le mois d'octobre, n'était pas ouvert à tous. Alors, il n'était pas ouvert à tous. Il y avait des critères. J'ai vu un peu des questions passer. Je vais essayer d'y répondre vite. D'abord, bien sûr que pour l'avenir, il faut peut-être repenser la structure et qu'elle réponde un peu mieux par rapport aux aides. Évidemment, pas rétroactivement. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour dire je vais changer mon format. Il y a bien un fonds de solidarité par entité juridique, même s'il y a 2 personnes et que c'est sur le compte personnel. Il y a un fonds de solidarité par entité. Donc, il n'y en a pas 2.
Et il y avait une question pour novembre, est-ce qu'il y avait un plafond en termes d'effectifs? Je vous confirme que pour novembre, il y avait un plafond de 50 salariés pour avoir le droit effectivement de solidarité. Il ne fallait pas dépasser les 50 salariés pour l'entreprise. Et ensuite, oui, il y avait des critères différents qui sont montés en charge au fur et à mesure parce qu'on a bien vu qu'on s'installait dans la crise et donc le fonds de solidarité a été renforcé mois après mois. Mais pour répondre à ta question, Lionel, oui, il y avait des critères beaucoup plus restrictifs au départ. Et évidemment, si jamais on va faire une demande sur des fonds un fonds qu'on n'a pas demandé, il faudra qu'il réponde aux exigences contemporaines du mois auquel on va le demander. Voilà. Oui. Sur les gérants majoritaires, juste une petite précision, ça n'a pas été trop diffusé comme info, mais il y avait la possibilité de débloquer une partie de l'épargne retraite, la loi Madelin. Je ne sais pas si ça a été fait, mais c'était justement une des aides faites pour les gérants majoritaires et associés uniques. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Peut-être pas, les réponses ne sont pas forcément toutes satisfaisantes, mais en tout cas, c'est la situation telle qu'elle est. Enfin, les réponses sont bonnes, mais je sais que certains aimeraient qu'il y ait des aides supplémentaires. Le gouvernement a évoqué la prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70% pour les entreprises au-dessus de 1 million d'euros. On a plusieurs questions sur le sujet. Est-ce que tu as des choses à dire? Oui. Voilà. Oui, alors, cette disposition, elle est nouvelle. Bruno Le Maire l'a annoncé le 14 novembre. On attend les écrits, on ne les a pas. Donc, dans la note qu'on fera partir demain, vous verrez qu'on vous dit en attente de texte ou pas en fonction. Ce qui a été annoncé, c'est une aide spéciale importante sur une prise en charge des coûts fixes. Je vous explique d'où vient cette aide très rapidement pour que vous compreniez pourquoi elle n'est pas forcément adaptée pour le moment à notre secteur ou en tout cas à une partie de notre secteur. C'est que avec le plafond du fonds de solidarité à 50 salariés ou en tout cas un seul fonds de solidarité pour un groupe par exemple, eh bien il y a beaucoup de grands groupes qui sont restés sur le bord de la route, on va dire. Donc je sais bien que les petites entreprises se disent qu'il faut qu'on accompagne et qu'on les aide, c'est ce qu'on fait dans ce que nous demandons, et les grandes entreprises elles aussi considèrent qu'il y a des aides auxquelles elles n'ont pas accès, notamment les exonérations de charges, par exemple. Donc, on essaie d'avancer sur tous les fronts. Cette aide de prise en charge des coûts donc, a été au départ calibrée pour aider l'hôtellerie, la restauration, qui sont dans des groupes ou dans des chaînes. Alors, les critères pour accéder, c'est d'avoir au moins 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et ce dispositif, donc, pourra être déployé, on attend les textes, pour les 6 premiers mois de l'année, mois par mois. Donc, la comparaison se fera… D'ailleurs, il n'y a pas de comparaison, excusez-moi, il n'y a pas de critère de perte de chiffre. Il y a le critère d'avoir au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le mois qui correspond à l'année précédente. Donc, janvier 2021, vous allez reprendre janvier 2020. Février 2021, vous allez reprendre février 2020 et ensuite les mois de 2019, mars 2019, etc. Si vous avez dans ces mois-là au moins 1 million de chiffre d'affaires, eh bien vous pourrez donc demander une prise en charge des coûts fixes. Le dispositif, il y a plein de questions qui ont trait à ça, donc je réponds tout de suite. Je ne sais pas encore comment va être en place concrètement le dispositif, comment on va le demander et à partir de quand, puisqu'encore une fois, on attend les textes. Mais en tout cas, la question qui vient derrière ça, c'est quand on répond à ce critère du 1 million, qu'est-ce qui va être considéré comme une charge ou un coût fixe? Alors, le plafond total pour ces aides, c'est 70% pour les mois auxquels vous pourrez y prétendre, c'est 3 millions d'euros. Ça, c'est le plafond. Donc, sur ces 6 mois, vous ne pourrez pas dépasser 3 millions d'euros. Je pense que, bon, voilà, déjà, c'est une belle somme. Mais là, on est dans le cas où vous faites 1 million d'euros par mois pour pouvoir le demander. Les charges fixes, j'ai eu cette discussion hier. Quand on a une approche comptable, comme vous pouvez l'avoir demandé à vos experts comptables, en général, c'est ce qui n'est pas associé à une recette variable ou ce qui représente des charges fixes, constantes, quelle que soit la recette ou l'activité. Hier, à Bercy, on a été un peu plus restrictif que ça, mais je n'ai pas la liste. Il va y avoir quelque chose de plus précis, très certainement. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on considérait cette notion comme étant des charges qui sont intrinsèques, nécessaires à la vie de l'entreprise, qu'elle ait une activité, entre guillemets, ou pas.
c'est-à-dire un loyer que vous vendiez ou non, ça veut dire que vous avez un loyer à payer. Je ne veux pas trop m'avancer, mais puisqu'on est là pour faire du concret, voilà, en tout cas, ce qui m'a été dit, c'est les loyers, pourquoi pas les salaires, les cotisations, les abonnements, ce genre de choses, en pensant bien qu'il faudra montrer que c'est indispensable à l'entreprise, qu'elle ait une activité ou pas. Évidemment, les indemnités, enfin l'allocation d'activité partielle ne sera pas comptabilisée dans ces charges. Et après se pose un certain nombre d'autres questions, les amortissements, les choses comme ça. J'en ai parlé hier avec Bercy. Ils vont sortir soit une note globale pour dire qu'est-ce que recouvre cette notion de coût fixe, ou alors une note sectorielle par secteur d'activité. Parce qu'on m'a donné des exemples, notamment par exemple pour les parcs de loisirs ou les zoos, on m'a donné l'exemple de la nourriture des bêtes qu'il faut bien donner, qu'on ait des visiteurs ou pas, parce qu'on ne laisse pas les bêtes. Enfin voilà, vous voyez, des choses concrètes, donc ils vont regarder dans ce sens-là un petit peu, parce qu'évidemment, ça fait une enveloppe et des fonds assez importants. Donc, cette liste-là n'est pas encore disponible. Et il y aura certainement une liste. Mais en tout cas, quand j'ai avancé la notion de loyer, de salaire, évidemment de charges, électricité, eau, etc., de cotisation, voire même de primes que l'on paye, eh bien, on m'a dit que ça devrait être dedans. Et le dernier point important pour que tout le monde soit quand même rassuré, c'est donc réglé pour les plus d'1 million par mois. Il y a un vrai débat et un vrai travail à Bercy pour que cette disposition soit aussi une disposition qui bénéficie aux entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est en cours de discussion, ce n'est pas tranché encore. Nous, on est bien sûr très demandeurs et on est en lien avec eux, hein, voilà. Mais évidemment qu'on est sur ce sujet parce que c'est très important, l'enjeu est très important, mais ce n'est pas tranché encore. Enfin, le dernier point que je voulais dire sur ce sujet des coûts fixes, c'est que c'est cumulatif avec le fonds de solidarité, ce n'est pas l'un ou l'autre. Voilà, Lionel, je ne sais pas si j'ai répondu à… C'est à partir de janvier ou de décembre? Parce qu'il me semblait que Bruno Le Maire avait parlé de décembre. Non, janvier. C'est janvier. Bon. Janvier. On attend le texte, bien sûr. Très bien. Donc, alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être Si vous avez d'autres questions vraiment sur ce sujet, peut-être de les remettre… Je vois là les cotisations financières, les frais d'expert comptable, etc. On peut imaginer que ça rentre dedans parce que ce sont des charges, qu'on ait une activité un peu beaucoup ou pas, ce sont des charges fixes qui paraissent pouvoir rentrer, mais je ne peux pas m'avancer là-dessus. Et pour tout le reste des questions, hein, comment on calcule vraiment, je vous l'ai dit, on aura un texte et quand on aura le texte, évidemment, on pourra comprendre tout le dispositif. Pour le moment, moi, je vous dis ce qui m'a été dit, en plus de ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. Voilà. Très bien. Donc, je propose qu'on ferme cette page et qu'on parle maintenant de l'activité partielle. Donc, en deux parties. D'abord, l'activité partielle qu'on connaît actuellement. Et puis ensuite, on parlera plus longuement du dispositif APLD, longue durée, et que Marie-Laure Taragano va nous exposer. Alors, moi, j'ai des questions qui sont sur plusieurs pages aussi. Ouais. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais laisser Marie-Laure évidemment parler de ces sujets qu'elle connaît bien. Moi, je voudrais juste vous dire l'action qu'on a faite et où on a la prise en charge des taux. Et ensuite, voilà, je vous laisserai poser vos questions et exprimer les questions à Marie-Laure. Donc, pour le moment, vous savez qu'on est sur une activité prise en charge comme décembre pour janvier, ça a été annoncé. Et il y a un décret qui est paru, donc janvier 2021. Si vous êtes dans le secteur 1, il y a une prise en charge à hauteur de 100% de ce que vous versez aux salariés, qui est 70% du brut. En gros, il n'y a pas de reste à charge, si on parle un peu simplement, pour l'entreprise. Et le salarié perçoit 70% de son brut, comme ça a été le cas depuis en fait, ces derniers mois. On a une information, ce qu'on m'a dit exactement, c'était à signature, c'est l'info qu'on m'a donnée hier pour février. On est donc en attente d'une ordonnance et d'un décret qui devrait paraître, qui est au Conseil d'État d'ailleurs, en ce moment, pour que ce dispositif soit reconduit pour février. Ensuite, c'est un tout petit peu complexe, donc je vous demande de bien me suivre. On a plusieurs possibilités. On a un projet qui a été annoncé, un projet, et là aussi on attend le texte, qui permettrait une prise en charge
de mars à juin, cette prise en charge de continuer à être à 100% sans reste à charge pour l'entreprise, des 70% bruts versés aux collaborateurs si l'entreprise a perdu 80% de son chiffre d'affaires dans les mois et au moins le mois par rapport à l'année, non pas 2000, à partir de mars, non pas 2020, mais 2019. Donc, il faudra comparer mois par mois et si vous avez perdu 80% de votre chiffre d'affaires, vous aurez le droit à une continuation de ce dispositif. Si ça n'est pas le cas, je ne sais pas si c'est une chance ou pas hein, de perdre 80% de son chiffre d'affaires, eh bien, à partir de mars, il y aura une décote et donc il y aura un reste à charge de 15% pour l'entreprise au lieu de la prise en charge à 100%. Et le salarié continuera à percevoir 70% de son brut. Et ensuite, au 1er avril, là on en parlera tout à l'heure, soit vous déploierez, si vous n'avez pas perdu, hein, toujours 80% de votre chiffre, la PLD, soit on sera dans le droit commun et là on tombera au 1er avril à une prise en charge à 36% seulement. Et le collaborateur ne percevra plus que 60% de sa rémunération brute. Donc, demain, on vous envoie une note avec un tableau récapitulatif. Ce n'est pas hyper simple, mais en fait, il y a plusieurs cas de figure. On a sécurisé janvier, on pense vraiment qu'on a sécurisé février. En fonction de la situation, bien sûr, si elle devient très tendue, comme on peut l'imaginer, il peut y avoir encore des modifications. Mais a priori, voilà comment ça va se passer. Un mois de mars qui sera soit avec une perte au moins de 80% et donc un maintien à 100% de la prise en charge, soit on descendra à 85% de prise en charge et au 1er avril, soit le droit commun, soit le dispositif d'APLD dont on parlera tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite si tu veux bien Lionel, puisque comme ça, moi après, je passe la parole sur ces points-là. Sur l'APLD, nous avons signé un accord d'APLD, donc on est quand même très content de l'annoncer. Vous êtes les premiers à qui on le dit, puisque on l'a signé il y a 15 jours, on a notifié, ce qu'on appelle notifier l'accord. Donc, il n'y a pas eu d'opposition des organisations syndicales, donc on va faire un communiqué sur ce point. Et ça veut dire qu'on a un accord d'APLD qui a été envoyé à extension à la DG, à la DGEF, à la direction du travail, pardon. On attend cette extension et ensuite, on va rentrer dans le concret avec Maître Taragano d'ailleurs qui a écrit et qui nous a accompagnés dans cet accord et dans cette mise en place de cet accord. Donc, dans la négo et dans la mise en place. Donc, voilà, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que l'APLD permet de garder une prise en charge à hauteur de 85% de ce que l'entreprise va devoir verser aux collaborateurs qui gardera une rémunération à 70% du brut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Voilà, moi, je suis là. De toute façon, il y a des questions qui me reviennent, eh bien, j'y répondrai. Il y a plusieurs pages de questions. Hein. Il y a plusieurs la parole pages de à Maître questions. Taragano. Donc, et en fonction de la question, Marie-Laure, on voit… voilà. Il y a plusieurs pages de questions. Peut-être des congés payés après, si tu veux, de l'aide sur les congés payés. Donc, peut-être. Alors, je donne les questions du coup. Donc, oui, Marie-Laure. Alors, l'activité partielle, l'indemnisation du salarié à hauteur de 70% du brut est-elle plafonnée à 4,5 fois le SMIC à compter de janvier ou bien restons-nous sur 70% sans plafond? Non, il y a un plafond à partir du 1er janvier 2021. L'indemnité, alors on est à 70% du brut. Plafonnée, à partir du 1er janvier 2021, elle ne peut pas être inférieure à 8,11 net du SMIC en 2021 à la place de 8,03 auparavant, mais pas supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée. Donc c'est bien 4 fois et demi. Voilà, ce qui fait le plafond. Donc, concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui gagnerait plus que 4,5 fois le SMIC verra sa rémunération baisser par rapport à 2020. Ou alors prise en charge du supplément par l'employeur. Bon. En même temps, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont concernées. Notre société est aux 39 heures. Les 4 heures dépassant les 35 heures ne sont pas indemnisées en activité partielle. C'est très pénalisant et nous ne sommes probablement pas les seuls concernés. Est-il possible de négocier l'indemnisation de ces heures également? Donc, des heures supplémentaires. Alors, je ne suis déjà pas d'accord avec la question. Hein. Je rappelle que les heures supplémentaires, l'assiette de calcul de la rémunération de l'activité partielle pour la détermination justement de l'indemnité de l'horaire d'AP, c'est la même que celle des congés payés. Donc, on n'exclut pas systématiquement les heures supplémentaires. Le principe, avant la crise Covid, c'est effectivement les heures supplémentaires n'étaient pas intégrées dans l'assiette de calcul. Mais il y a eu un décret, une ordonnance plus précisément, qui est sortie dès mars 2020 et confirmée le 22 avril 2020,
qui précisément indique que les heures supplémentaires conjoncturelles sont exclues, mais tout ce qui est conventionnel ou contractuel sont inclus dans le calcul des heures supplémentaires de l'allocation partielle. Donc, non, au contraire, tout ce qui est heures supplémentaires structurelles comprises dans le volume de l'activité partielle, c'est les durées collectives de travail, une convention, un accord collectif ou une convention individuelle qui prévoyait avant le 24 avril 2020 justement une durée à 39 heures. Donc, la question même n'est pas exacte. Les 39 heures, si elles sont prévues par une convention individuelle à 39 heures ou un accord collectif sur le temps de travail à 39 heures, elles sont incluses. Donc, un salarié peut-il travailler pour un autre employeur pendant l'activité partielle? Et puis-je lui demander de revenir sans délai en cas de dossier à traiter? Alors, à la base, donc oui, un salarié est autorisé à travailler pour un autre employeur. À la base, en mars-avril, ça avait été autorisé pour permettre aux salariés qui étaient en AP totale, en activité partielle totale, travailler pour les secteurs qui en avaient besoin, hospitaliers et autres. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Ils peuvent, normalement, ils doivent vous en avertir, vous prévenir que ça ne soit pas chez un concurrent. Et oui, vous pouvez leur demander, sans délai, enfin 24 heures, de venir. S'ils s'y opposent en disant « je suis pris par ailleurs », ça peut être une faute. Alors, conséquences de l'activité partielle sur les congés payés, les jours fériés, la journée de solidarité, prévoyance et mutuelle. Les conséquences de l'activité partielle sur les congés payés, d'une part, les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés, puisque l'AP, c'est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des CP. Pour les jours fériés, journées de solidarité, ça va varier selon que le jour férié soit travaillé ou non dans l'entreprise. Donc, pour les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise, l'employeur ne bénéficiera pas de l'allocation d'activité partielle pour les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise. Donc, c'est à l'employeur de maintenir la rémunération des salariés. Et pour les jours fériés habituellement travaillés dans l'entreprise, là, l'employeur bénéficiera de l'activité partielle pour les jours fériés habituellement travaillés. Pour la journée de solidarité, elle est exclue de la prise en charge de l'allocation d'activité partielle. Et la prévoyance mutuelle? Alors, pour prévoyance mutuelle, il y a des dispositions particulières liées à la crise Covid. Tous les salariés continuent à bénéficier des garanties collectives de prévoyance complémentaires mutuelles, même si l'accord mis en place prévoyait le contraire. Enfin, il n'y avait aucun accord d'ailleurs qui prévoyait une exclusion en cas de Covid, parce qu'on ne pouvait pas imaginer le Covid. Donc, on peut considérer qu'effectivement, ça s'applique à tous. Pour ce qui concerne la retraite complémentaire, elles sont indemnisées pour le seuil dépassant 60 heures par année civile. D'accord. Alors, le sujet des congés payés. Oui. Je te laisse répondre peut-être de façon globale. Est-ce que les congés payés, que se passe-t-il avec les salariés qui ne les ont pas consommés? Est-ce qu'ils seront perdus au 31 mai? Est-ce qu'il y a des dérogations? Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de dérogation légale prévue par la loi pour les congés payés perdus non pris au 31 mai. Je pense qu'il faut le prendre à l'inverse. Je rappelle que l'employeur a une obligation de rappeler à ses salariés la prise des CP et sauf à justifier que c'est impossible dans le cadre de l'activité en surcharge de travail, ce qui est loin d'être le cas, c'est à vous, aux employeurs et aux salariés à poser les congés payés. Alors, premièrement, on applique l'usage dans l'entreprise sur la prise des CP, sinon la CCN applicable, et donc il n'y a pas de dérogation pour les congés non pris. Attention s'il y a des usages dans l'entreprise qui permettent le report des CP d'une année à l'autre. Faire attention pour pas que le compteur tourne et que l'année prochaine ça soit très coûteux. Donc j'invite moi à rappeler aux salariés la prise des congés qui seront perdus au 31 mai et s'il y a un usage de report, a priori de dénoncer l'usage qui permet le report, précisément avec cette disposition qui permet la prise de au moins 10 congés payés pour rappeler et poser les CP sur cette période. Mais il n'y a pas de dérogation du fait de la crise en tous les cas. Alors, s'il y a un usage, je rappelle, de report, ça peut être dans la convention, enfin, un accord d'entreprise ou un usage. Et l'employeur peut dénoncer l'usage sans avoir le motivé. Mais là, bien entendu, il y a une motivation. Mais il n'y a pas de dérogation du fait de la crise. Comment bénéficier de la prise en charge des 10 jours de CP?
Alors, tout ça a été pris ce décret qui a des 10 jours de CP pris en charge par l'allocation. Alors, il suffit de formuler la demande en même temps, à la fin du mois, des demandes d'allocation d'activité partielle. La demande, elle doit préciser des informations complémentaires par rapport à vos demandes d'AP normales. Elle doit préciser le motif de recours à l'aide, puisque je vous rappelle que ce dispositif, il prévoyait 10 jours qui devaient être pris jusqu'au 20 janvier, puis ensuite au 31 janvier. Ça a été reporté jusqu'au mois de mars, mais avec des demandes qui imposent des précisions supplémentaires, d'une part sur le motif de recours à l'aide. Vous allez voir, il va y avoir 2 sous-coches et dont une à cocher. Vous devrez préciser si vous êtes une entreprise fermée depuis plus de 140 jours, ou alors la nouvelle exigence, c'est une réduction du chiffre d'affaires d'au moins 90%. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut d'abord cocher une des 2 cases. Il faut ensuite renseigner le nombre de jours de congé que chaque salarié prendra. Et comme pour l'activité partielle, vous déclarez 70% du taux de rémunération de l'horaire brut, je le rappelle. Et si vous avez un CSE, ne pas oublier de prévenir le CSE avec un délai de carence de 30 jours. Voilà. Donc, pour les jours de janvier, vous les déclarez avec en même temps que la demande d'AP de janvier. Pour les jours à venir de février, pareil. Alors, à la base, on parlait de 10 jours et il y avait eu beaucoup d'indications, 5 jours en N-1, 5 jours par anticipation. La loi ne précise pas ça. C'est-à-dire que s'il y a un reliquat de 10 jours de CP, vous pouvez demander à ce qu'il soit pris en charge au titre de l'allocation. Je rappelle que les 10 jours en N-1, vous pouvez les imposer. Enfin, ils peuvent être imposés à l'employeur. Par contre, si vous prenez des jours sur N en cours, c'est-à-dire par anticipation, vous ne pouvez pas les imposer. Il faut un accord du salarié. Très bien. Juste, Lionel, les jours pour mars, c'est jusqu'au 7 mars pour les poser. 7 mars. Ouais. Très bien. Je ne sais pas si tu vois les questions sur le chat, Marie-Laure. Les 10 jours, c'est des jours ouvrés ou des jours ouvrables? Alors, on peut imposer, je réponds aux questions N-1 sans limite, enfin, limite de 10 jours, bien sûr. Hein, et N actuel, on ne peut rien imposer, il faut un accord préalable du salarié. C'est ce qu'on appelle les congés par anticipation, on ne peut jamais les imposer aux salariés. Donc, on est obligé de demander l'accord préalable et par écrit, hein, et individuellement, d'ailleurs, je le précise, à chacun des salariés. Lorsqu'on est un TO et nous n'accueillons pas de public, nous ne sommes pas éligibles. Là, si vous avez une baisse de 90%, si. Ce ne sont pas de conditions cumulatives. Hein. C'est fermeture pendant au moins 140 jours et ou réduction du chiffre d'affaires d'au moins 90%. Donc, ce ne sont pas des conditions cumulatives. Hein. Ça doit être l'une ou l'autre. Très bien. Donc, je passe à la page suivante qui est donc là, on aborde… Alors, l'activité partielle, effectivement, comme dit Valérie, on a pu… on m'avait demandé de rédiger cet accord de branche. Donc, Valérie et les EDV ont réussi à négocier et qui a été signé. Le délai d'opposition, Valérie, a été terminé hier. Donc, l'accord de branche a vocation à s'appliquer. Alors, une activité partielle de longue durée, comme je l'avais déjà indiqué, c'est un peu l'arme de destruction massive pour éviter tous les licenciements normalement. C'est un bouclier anti-licenciement. Ça va permettre une réduction durable de l'activité partielle avec une réduction du temps de travailler et des salaires, avec normalement une obligation de formation sur les heures non travaillées grâce au FNE formation. Alors, je prends par ordre, Lionel. Comment le mettre en place? L'avantage et l'inconvénient par rapport à un licenciement. Alors, je vais d'abord voir le licenciement, je vais le mettre après. Quand et comment le mettre en place? Alors, comment le mettre en place? C'est posé par la loi, soit par accord collectif de branche ou d'entreprise, et sinon par un document unilatéral qui va être joint justement à l'accord de branche que j'ai rédigé et qui va vous être diffusé par Valérie et le ZDV. Alors, il y a un avantage et un inconvénient sur les deux sortes. Le dispositif rappelle, et l'accord de branche que j'ai rédigé, rappelle que les partenaires sociaux soient toujours privilégiés, la négociation également
au sein des entreprises. Donc, il y a toujours deux voies possibles, même s'il y a un accord de branche qui a été signé au niveau des entreprises du voyage et des syndicats nationaux, soit conclure un accord d'entreprise propre à chacune de vos entreprises, même avec 2 ou 3 salariés, je vous rappelle, un référendum c'est possible, soit vous allez appliquer l'accord de branche qui va être étendu et dans lequel j'ai mis en annexe un document unilatéral que vous n'aurez plus qu'à remplir et adapter à chacune de vos entreprises, qui devra remplir toutes les mentions qui sont pré-rédigées mais qu'il faudra adapter à chacune des entreprises. Et à une petite différence, selon que c'est un accord d'entreprise, vous serez obligé de l'envoyer à la DIRECC qui a 15 jours à compter de la réception pour le valider. Et si c'est le document unilatéral qui est mis en place, donc l'annexe de l'accord de branche, pareil, il sera envoyé à la DIRECC et qui aura là un délai de 21 jours à compter de la réception pour le valider. La différence, c'est qu'évidemment, la décision unilatérale, elle n'est pas soumise à discussion au sein de l'entreprise, elle est imposée par l'employeur en application de l'accord de branche. Donc, il y a un contrôle plus accru par la DIRECC. Voilà, les différentes manières de le mettre en place dans les entreprises. Alors, le contenu de l'accord de branche et comment vous allez le mettre en place dans votre entreprise. Cet accord de branche, il prévoit plusieurs chapitres. Alors, évidemment, et tout d'abord, quels vont être les salariés éligibles aux entreprises. Et on va vous rappeler dans cet accord de branche quand même la faculté de le mettre à part par accord d'entreprise. Et dans cet accord de branche, on prévoit justement le maintien des droits des salariés. Quels vont être les droits des salariés une fois que vous appliquerez l'accord de branche, la réduction de l'horaire de travail dans quel canton, je vais m'en expliquer, et justement les conditions d'indemnisation des salariés protégés. D'un autre côté, on prévoit évidemment les engagements de l'employeur, quelle va être la série d'engagements de maintien dans l'emploi. Alors la question de tout le monde, est-ce que ça va être un engagement de non-suppression d'emploi? Je vais le définir, et les engagements de formation. Alors, j'ai vu quelles seront les conséquences de l'entrée en vigueur du dispositif sur les salariés. Donc, justement, c'est tout un des chapitres, réduction de l'horaire de travail et conditions d'indemnisation des salariés qui vont y émettre. Alors, l'accord de branche que j'ai rédigé prévoit par dérogation à la loi, et ça sera très probablement validé par la DIRECC, parce qu'il faut que je vous rappelle que normalement, un APLD, ça ne permet une réduction du temps de travail qu'à hauteur de 60% travaillé et 40% chômé. Par dérogation, j'ai prévu dans l'accord de branche, et je pense que ça va être validé, une réduction de l'horaire de travail qui ira jusqu'à 50% de la durée légale du temps de travail. Donc, on a merci pour les 50%, évidemment, parce que l'activité est très ralentie. Donc, ça sera non pas 60 et 40%, mais ça sera 50 et 50%. Cette réduction du temps de travail, elle va s'appliquer par salarié sur la durée d'application de l'APLD qui est prévue par le document que vous allez appliquer. Et elle sera de 24 mois, mais lissée sur une période de 36 mois. Donc, vous avez compris que finalement, ça va être un aménagement du temps de travail au sein de vos entreprises, petites ou grandes, qui va vous permettre sur une période de 36 mois de réduire et de ventiler 50% chômés et travaillés. Donc, vous pourrez avoir des alternances de périodes, soit complètement chômés, pas du tout travaillés, 80 ou 20. Ce qu'il faut, c'est un lissage sur la totalité de la période de 36 mois. Alors, évidemment, une condition d'indemnisation des salariés concernés. Il y a eu beaucoup de négociations avec Valérie, les EDV, les partenaires sociaux. Et l'indemnisation qui a été mise dans cet accord de branche sont les indemnisations légales. Je précise, Valérie, je sais que tu peux intervenir, que les salariés demandaient des indemnisations nettement supérieures et l'indemnisation est bien plafonnée à 4,5 fois le SMIC et non plus. Donc, ça permettra de sauver des emplois avec une indemnisation qui est calée à l'indemnisation légale au titre de l'APLD. Par contre, vous avez des… Pardon, Lionel? Non, c'est moi. Juste, je voulais dire qu'effectivement, cet accord, il est issu voilà, d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux, d'une discussion sur chaque point avec les partenaires sociaux dans une négociation qui a duré plus de 4 mois. Voilà. Donc voilà, c'est l'aboutissement à quelque chose qui est partagé et l'idée globale, évidemment, c'est ça,
c'est de garder le plus possible les salariés dans l'emploi, mais effectivement de reprendre ce que la loi permettait de faire et de l'encadrer. Voilà. Parce que, on ne peut pas faire la preuve d'un fait négatif, mais il était évident que si vos entreprises et les EDV s'engageaient sur un taux nettement supérieur, il y avait une crainte de ne pas pouvoir maintenir les emplois. Donc voilà, en tous les cas, la rémunération du salarié au titre de l'APLD sera lissée sur les engagements, les obligations légales. Alors, quelles sont les conséquences de l'entrée en vigueur de ce futur APLD sur les employeurs? Parce qu'évidemment, il y a des contreparties. Et ça aussi a fait l'objet de beaucoup de négociations. Dès ma première rédaction de cet accord de branche, j'avais prévu des engagements de maintien dans l'emploi en me calant sur les anciennes dispositions, mais qui ne prévoient pas, je le dis tout de suite, d'engagement de non-suppression d'emplois, mais un engagement de faire le maximum pour ne pas aller vers des suppressions d'emplois. Alors, ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas de la formulation, on a vraiment axé les engagements de maintien dans l'emploi sur des actions spécifiques de formation, des mobilités qui peuvent être basées sur des volontariats, des formations pour les salariés, des actions en matière de GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui peuvent être également mises en place dans les petites entreprises et non pas forcément un engagement de non-suppression d'emplois. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça aurait été de l'hypocrisie de l'exiger. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que c'est passé, cet accord de branche, et que ça a été signé, validé et non contesté. C'est, je vous rappelle, un décret de septembre 2020 qui avait dit que de toute façon, les actions spécifiques de maintien dans l'emploi, elles se seraient imposées, mais non plus imposées si les perspectives d'activité et donc le chiffre et l'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord. Donc, il est évident qu'on ne pouvait pas s'engager sur une non-suppression d'emploi dès lors qu'on avait de toute façon une disposition légale qui nous permettait, dès qu'on justifie d'une baisse d'activité par rapport à la date de signature. Donc, aujourd'hui, c'est des engagements de maintien dans l'emploi avec des actions de formation et de s'engager dans l'idéal et dans les meilleures heures du possible, de ne pas supprimer d'emplois. À partir du moment où il y a une date de signature des APLD dans votre entreprise, je vais le développer. Vous allez devoir faire une photographie à l'instant T de la situation économique de votre boîte, de votre société. Votre APLD, elle va être réclamée par période de 6 mois. Tous les 6 mois, lorsque vous allez le redemander et le présenter à vos salariés ou SCSE, vous devrez justifier de la photographie prise à N+6 pour justifier quelle est la situation économique de votre entreprise par rapport à la date de signature et de N+6. Et c'est justement là que vous verrez s'il y a une dégradation et si l'accord devient justement incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement. Ce préambule de la situation et de l'établissement de la situation économique sera très important parce que vous vous engagez sur un APLD pendant une période de 6 mois sur une situation économique. Alors, autre engagement des employeurs de la mise en place de cette APLD, évidemment, on a prévu des efforts proportionnés des instances dirigeantes. C'est-à-dire que les partenaires sociaux ont évidemment, et on s'y est engagé, appelé la direction des entreprises, alors que ce soit des dirigeants, des mandataires sociaux, des actionnaires, avoir le sens des responsabilités et donc de faire preuve de cohérence dans leur politique de rémunération. Et donc, il sera demandé et d'en justifier dans l'accord que vous allez soumettre aux salariés, aux instances dirigeantes de consentir un effort de modération salariale de la même manière qu'il l'exige des employeurs. Alors, il faut que ce soit plus concis. D'accord. Donc voilà, sur la BLD, est-ce que vous avez… Ce que je peux rajouter, si tu permets, Marie-Laure, justement, il y a eu des questions. Cet accord, vous demandez comment on peut se le procurer. Alors, clairement, on l'a envoyé pour extension, comme je vous le disais. C'est une procédure obligatoire. En fait, la direction du travail va vérifier si en droit il est conforme. Cette procédure d'extension est une procédure qui est raccourcie pour ce qui est de la PLD parce que d'habitude, ça prend un certain temps. Donc, normalement, et l'État s'est engagé à le faire rapidement, cette extension, on aura un retour dans le mois.
Et dès qu'on a le retour d'extension, puisque c'est la condition pour pouvoir le déployer, il faut que l'accord soit étendu. Eh bien, nous vous adresserons l'accord, une note mode d'emploi qu'on rédigera EDV avec Maître Taragano, et on vous accompagnera pour mettre en place ce dispositif par rapport à ce qui vient d'être dit, en fonction du besoin, sur les périmètres que vous pourrez définir et en articulation avec le reste, effectivement, de l'activité ou de la non-activité. Donc, quelque part, il faudra que si les dispositifs que je vous ai annoncés ne bougent pas, il faudra que vous soyez prêts pour le début du mois d'avril. Voilà. Cet APLD, il doit prendre le relais immédiatement, normalement, après la fin de la prise en charge à 100% des allocations d'activité partielle. Alors, y a-t-il des critères de mission, de classification, cadre, non-cadre? Puis-je faire des différences entre les personnels d'un même service? Dans la trame du document unilatéral, vous allez voir qu'il va y avoir des options sur le champ d'application et les activités concernées et les salariés concernés. Vous n'aurez pas à indiquer le nom des salariés. Vous allez avoir deux options. Soit tous les salariés de l'entreprise vont avoir vocation et seront mis sous l'APLD, quelle que soit la nature de leur contrat ou des services ou des activités. Soit vous déciderez tous les 6 mois quelles sont les activités, services qui auront vocation à être mis en APLD. Vous pourrez décider et scinder les activités commerciales et dire que ça sera par exemple 50-50 ou alors uniquement 30. Vous pourrez ensuite décider de scinder les fonctions support, le service administratif. Vous pourrez donc non pas viser la totalité, mais soit des classifications, cadres, non cadres, soit des activités, soit des fonctions. Par contre, normalement, vous ne visiez pas des noms de salariés, que ça pourrait être qualifié de discriminant. Je rappelle en plus que l'APLD mettra fin à la possibilité, au même d'un même service, de prévoir une individualisation de l'activité partielle. Je vous rappelle que l'activité partielle que vous mettez en place maintenant, vous pouvez individualiser sur une même catégorie professionnelle, sur une même activité, sur un même service, différents taux d'activité partielle par service. Avec la PLD, ça sera radicalement interdit. Ça sera qualifié de discrimination salariale. Donc, vous n'aurez pas le droit. J'ai vu une petite question. Est-ce que je peux cumuler APLD et AP? Oui. Vous pouvez mettre certains services en APLD, certains services en AP classique. Vous pouvez faire une restructuration sur des services non visés par l'APLD. Vous pourrez cumuler tous ces modules, effectivement. Que faire en cas de refus d'un salarié? Alors, l'APLD va s'imposer aux salariés puisque ce sera un accord collectif ou une décision unilatérale, mais en application d'un accord de branche. Donc, le salarié ne peut pas tirer les conséquences de ce refus. Ça sera une faute grave et un licenciement. Voilà. Peut-on procéder à des embauches pendant l'activité partielle et la future APLD? Alors, de la même manière que pendant l'activité partielle, évidemment, il serait complètement incohérent, voire déraisonnable, d'embaucher sur les mêmes catégories professionnelles, services, activités, fonctions, tâches, des nouveaux salariés. Alors là, non, c'est absolument pas possible, mais évidemment, si c'est des embauches sur des nouveaux postes, des nouvelles fonctions qui seraient de nature à permettre le redressement de l'entreprise ou une diversification ou une nouvelle activité, effectivement. Il y a une question générale, je pense qu'elle correspond à la grande question qu'on a là, c'est globalement, effectivement, on s'engage sur 24 mois à être à au moins 50%, mais imaginons qu'on est à 0%. Par période de 6 mois, c'est par période de 6 mois qui pourra être renouvelée, oui, et lissée sur 36. Mais imaginons que cette période dure plus longtemps que prévu, enfin, ça fait déjà longtemps qu'elle dure, et qu'on est à 0% d'activité. Est-ce que ça veut dire que sur les 6 derniers mois, on sera obligé, quoi qu'il arrive, de mettre nos salariés à 100%, tu vois, pour respecter les 50% sur la… Qu'est-ce qui se passe finalement si sur la durée, on ne respecte pas les 50%? C'est un redressement, qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à cette question parce qu'on escompte sur une reprise à 36 mois, mais c'est une vraie question. J'ai une petite réponse. J'ai vu le cabinet de Borne la semaine dernière et justement, on a posé cette question puisque au moment où le dispositif que tu viens d'expliquer a été écrit dans une loi, on avait quand même une perspective de ce dispositif pour repartir d'accompagnement dans l'activité et entre le moment où on va le mettre en place finalement et le
moment où il a été pensé, on est toujours dans une situation de crise profonde et non pas dans une reprise. Donc, ce qu'on m'a dit, mais tout ça n'est pas écrit dans la loi, c'est qu'on pourra faire un point avec les services de l'État tous les 6 mois par rapport à ce qui aura été prévu effectivement dans la demande que tu as énoncée, Marie-Laure, pour revoir si par rapport à la projection et au rythme de temps de travail qu'on a mis en place, on arrivera à quelque chose qui peut tenir la route sur la durée des 36 mois pour ces 24 mois, ou s'il faudra réajuster. Et évidemment, moi, je suis technicienne. Ma préconisation, c'est de bénéficier au maximum de l'APLD sur les premières périodes, puisque vous avez une activité très réduite et que ça peut être lissé sur 36 mois, et qu'encore, Valérie vient de nous indiquer que ça pourrait être revu en cas d'absence de reprise d'activité. Voilà. En tout cas, qu'il y aurait une discussion possible avec les services de l'État. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Voilà. Mais en étant très pessimiste, et je ne le souhaite pas, s'il n'y a pas de reprise d'activité du tout, ça sera une autre alternative pour la société. Donc, à la limite, autant bénéficier. Pour préciser, de toute façon, l'AP est valable au moins à 85% jusqu'au mois de juin. C'est bien ça? Au moins à 85%. Et à 100% si on est à plus de 100%, de 80% de chiffre d'affaires de baisse. Alors, donc, l'AP normale est au moins à 85% jusqu'à juin. Non. Pardon. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu arrives au 1er avril avec les textes que tu as aujourd'hui et que tu ne mets pas en place l'activité partielle de longue durée et que tu ne perds pas 80%, tu tombes dans le droit commun au 1er avril. C'est-à-dire une prise en charge à 36%. Il n'y a aucun intérêt à ne pas mettre en place la PLD. D'accord. Donc, ça reste, c'est quand même un sujet. C'est pour ça que c'est important, même si ça prend du temps d'expliquer là et qu'il y a un peu d'impatience sur d'autres questions. C'est vraiment important. C'est vraiment tomber dans l'activité partielle de droit commun dès lors que vous n'aurez plus le taux privilégié sera très coûteux pour l'entreprise. C'est pour ça que j'insiste, il faudra enchaîner avec la PLD dès la prise en charge favorisée de l'AP pour vos entreprises. Je suppose, Valérie, que tu vas préparer également des éléments écrits sur la PLD, puisque maintenant l'accord a été signé. Donc, il y aura des éléments complémentaires. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, on attend l'extension, puisqu'on n'a pas le droit, et dès que c'est étendu, on envoie avec un mode d'emploi. On fera des sessions beaucoup plus précises, même si on est rentré dans le détail aujourd'hui, et on sera là pour accompagner, évidemment. Très bien. Donc maintenant, alors des questions un peu moins nombreuses, mais tout de même, sur le PGE. La question de le report du remboursement du PGE est-il automatique ou faut-il un accord de la banque? Il faut. Alors, moi, j'ai un texte sous les yeux de la Fédération des banques françaises qui s'est engagée à le faire, à ne pas refuser des reports d'1 an. D'accord? Mais évidemment, le report d'1 an va être accordé. La question, c'est dans quelles conditions? C'est ça qu'il faut négocier et voir avec la banque. Moi, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus que il faut demander. Mais il faut surtout voir qu'est-ce que ça va avoir comme implication, qu'est-ce qui va être pris en charge, qu'est-ce qui va être… Vous savez que la première année blanche, là, vous n'avez en fait rien remboursé. On dit donc qu'il y a une deuxième année, mais quid des intérêts, etc., et la durée même qui n'est pas prolongée de remboursement. Donc, c'est sur 4 ans, le remboursement. Il faut vraiment prendre contact avec sa banque et demander et voir avec elle, négocier au mieux. Oui. C'est clair qu'il faut contacter sa banque. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit automatique. Et sur le report d'1 an, ça ne posera pas de problème a priori. Oui, ça sera accepté. Alors ça, c'est plusieurs personnes. Comment obtenir un second PGE alors qu'on n'a aucune visibilité et surtout aucun CA pour les mois à venir? C'est vrai qu'on voit beaucoup d'opérateurs, surtout de taille importante, qui se voient refuser un deuxième PGE. On a un gros problème avec effectivement l'accord des PGE, je ne peux pas dire le contraire. On fait le maximum, on fait remonter, on a fait un recensement des PGE refusés. On a vraiment un sentiment d'être blacklisté en tant que secteur, donc il faut insister, il faut voir une autre banque. Je n'ai pas de baguette magique. La dernière fois que j'en ai parlé au ministre, on a fait remonter avec toute la liste des PGE refusés. Il nous a parlé d'un autre dispositif, mais qui ne nous convient pas, qui est un dispositif beaucoup plus coûteux qu'un PGE. Donc, j'ai envie de vous dire, malheureusement, on n'a pas de baguette magique là. Par contre, on réfléchit à demander, et vous le savez, à ce que… mais ça, c'est pour ceux qui l'ont obtenu, et c'est sur les problématiques de remboursement. Mais pour ceux qui ne l'ont pas obtenu, je n'ai pas de réponse autre que celle qu'on fait remonter
remonter les refus. Ensuite, en région, vous avez des prêts rebonds, des prêts tourisme. Enfin, il y a d'autres dispositifs. Moi, je recommande vraiment d'aller sur les sites des chambres de commerce et des régions et de la BPI en région. Des prêts. Voilà, c'est confirmé dans les échanges qu'on a. C'est intéressant de voir le vécu de chacun. Voilà, il y a des dispositifs. Mais pour les refus des PGE, on a fait le maximum pour le moment. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup de succès. Très bien, merci beaucoup. Sur les avoirs, juste deux questions sur les avoirs, sur l'ordonnance. Est-ce qu'on peut refuser de rembourser les avoirs? Alors, ça dépend quel avoir. Si vous avez fait une proposition de report d'un voyage et que ce voyage est toujours maintenu, le client ne peut pas vous demander de rembourser l'avoir puisqu'il a été utilisé pour prévoir un autre voyage. S'il n'y a pas du tout eu de proposition acceptée, l'avoir, il a une durée, on l'a dit, à partir de la proposition de 18 mois, le client pourra le demander. Je pense que cette question est plutôt formulée par rapport à l'actualité, c'est-à-dire un avoir qui aurait été utilisé pour pour prévoir un voyage de report et que finalement, ce deuxième voyage est amené à être annulé du fait des circonstances. Eh bien, vous ne pouvez pas réémettre un avoir sur un avoir. L'avoir, il est consommé une fois, il sert une fois, il ne renaît pas de ses cendres. Malheureusement, vous serez obligé de rembourser le client s'il l'annule pour des raisons de circonstances exceptionnelles, je veux dire à destination, ce voyage qui avait été fixé et acheté avec un avoir. Donc, pas de possibilité de négocier une prolongation? Alors, très honnêtement, je sais bien que… Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais quand ce dispositif a été mis en place, 18 mois, c'était quelque chose qui nous permettait de dire quand on en sera là, l'activité sera repartie, etc. On a bien dit en septembre, quand on est arrivé à la fin du dispositif, qu'il n'était pas possible de renouveler parce que d'abord, la Commission européenne ne nous laissera pas le faire. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette demande parce que ce n'est pas possible. Donc, la réponse est non. Par contre, on réfléchit, il n'y a rien à dire pour le moment, mais à savoir comment on peut faire pour aider les entreprises et quelles demandes on peut faire à l'État, puisque la situation a vraiment changé. Et pour les entreprises qui seront amenées à rembourser à un moment donné, alors ce n'est pas encore tout de suite, mais voilà, on va être amené à rembourser éventuellement, en dehors des cas que j'ai expliqués juste avant, entre septembre et décembre 2021. Voilà, il faudra voir si on est dans cette situation, comment l'État peut nous aider sur ce point. Mais on n'a pas pour le moment de choses à dire sur ce point-là. Très bien. Et c'est vrai que c'est un sujet très préoccupant. Alors, la réorganisation des entreprises, donc déjà bien abordé sur le sujet de l'APLD. Si j'ai bénéficié de l'AP, puis-je restructurer néanmoins et envisager des départs? Donc, Marie-Laure a répondu à la question. Alors, juste une chose, surtout à tous vérifier, parce que des fois, c'est les comptables qui le font pour vous. Ne pas oublier de décocher quand vous faites votre demande d'activité partielle. Je ne vous souhaite pas d'avoir à restructurer, mais si par extraordinaire, c'est le cas, vous n'oubliez pas qu'il faut décocher la case d'engagement de non-suppression d'emploi lorsque vous faites la demande d'activité partielle. Surtout que sur ce même formulaire, vous avez la possibilité tout de suite de justifier d'autres engagements de maintien dans l'emploi. L'engagement de maintien dans l'emploi, ce n'est pas forcément la non-suppression d'emploi. Dans tous les cas, on ne sait pas quel sera l'avenir, il faut décocher. Donc, vous pouvez restructurer, malheureusement, si vous en avez besoin, malgré l'activité partielle. Oui. Donc, tu voulais dire quelques mots sur les étapes à suivre concernant la restructuration, les warnings. Je te laisse la parole. Oui, parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent des EDV qui me les renvoient. N'oublions pas, en matière de restructuration, donc pour motif économique, il y a des règles qui s'appliquent. Si vous devez les appliquer et donc procéder à une réduction de la masse salariale, d'une part, l'obligation d'appliquer les critères de l'ordre de licenciement. Donc, ce n'est pas les plus coûteux, les plus anciens, ce n'est pas seulement ça. Il y a 4 critères qui doivent s'appliquer, l'âge, l'ancienneté, les charges de famille et un 4e critère qui est également les compétences professionnelles. Tous ces critères doivent compter. Vous devez les affecter de coefficients. Vous ne pouvez pas affecter, par exemple, d'un coefficient 0
l'ancienneté en me disant je n'en tiendrai pas compte. Tous les coefficients, enfin tous ces critères doivent être affectés coefficients. Par contre, vous pouvez considérer plus important le coefficient des compétences professionnelles. Il est assez logique et retenu par la jurisprudence que vous souhaitiez et que vous affectiez d'un coefficient supérieur le critère des capacités professionnelles. Et évidemment, vous devez retenir, vous pouvez les subdiviser. Les capacités professionnelles, c'est l'aptitude à permettre le plus le redressement de la boîte lorsque l'activité reprendra. Donc, ça sera les compétences en multimédia, les compétences commerciales ou alors la polyvalence dans les tâches et fonctions. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément les critères de l'ancienneté qui vous amènera à conserver le salarié. Ce n'est pas non plus le critère du plus ancien, évidemment pas du plus coûteux, ça c'est interdit. Vous pouvez affecter de coefficients, vous allez faire la liste du personnel si vous devez faire une restructuration, et affecter de coefficients, et sur lui qui aura le plus de points, sera visé malheureusement par la restructuration. Autre point, c'est qu'une restructuration pour motif économique, vous devez obligatoirement informer du motif économique. Ce n'est pas seulement on convoque l'entretien à un entretien préalable, un salarié, on lui met le dossier de CSP, on laisse courir le délai de 21 jours et le contrat est fini. Je rappelle qu'il y a une obligation de notifier les motifs économiques à l'origine de la rupture, même s'il semble assez évident, vous devez les justifier. J'attire votre attention que les motifs économiques se comparent par rapport à l'année N-1. Donc, vous avez compris que dans votre rétro-planning, là, il faut faire attention. Aurez-vous encore des motifs éco dans quelques trimestres? Si vous avez conservé tous ces salariés, et tant mieux. Les difficultés économiques existent déjà depuis mars 2020. Donc, c'est vraiment un sujet à tenir compte. Et évidemment, si vous avez un CSE et une réorganisation à faire, vous devez en informer au préalable le CSE. Voilà. Avec APLD, une réduction de la masse salariale sera-t-elle encore possible? Alors, je m'en suis expliqué. Avec l'APLD, si vous avez un engagement de maintien dans l'emploi, ça ne veut pas dire une non-suppression d'emploi. Évidemment, vous vous engagez quand même, et c'est dans l'accord, à faire le maximum pour ne pas supprimer d'emploi. S'il y a une dégradation alors évidemment, s'il y a une restructuration à faire, il est tout à fait cohérent que ça soit avant la mise en place de l'APLD. Je veux dire, ça ne serait pas cohérent puisque vous allez faire un accord APLD avec une photographie de la situation économique lors de la signature. Dans le préambule de votre document unilatéral, on va vous demander de définir la situation économique, les catégories, le nombre de salariés de poste, pour pouvoir faire une restructuration, une réduction de la masse salariale pendant l'APLD. Il faudra justifier d'une encore dégradation par rapport à la photographie prise à l'instant T. Si je n'ai plus aucune visibilité, un salarié peut-il exiger une rupture pour motif économique et rester refusé en AP? Alors, j'attire votre attention sur un sujet qui est assez zappé parmi tout le monde. Je rappelle l'obligation de santé morale de l'employeur sur ses salariés. Donc, avec Valérie, on a beaucoup diffusé, on vous a rappelé qu'il est important de maintenir un lien avec vos salariés, même en activité partielle à 100%, de les tenir informés si vous avez un SE, de faire un point. Il y a des salariés, je le vois parmi mes clients entreprises, qui disent « je suis en souffrance, j'ai aucune perspective, je ne me projette pas, il n'y a pas de perspective de reprise et je veux être licencié éco ». Alors là, effectivement, la contrainte par corps, comme j'ai déjà dit, n'existe pas. Se pose la question du licenciement économique, mais vous devrez, si ce n'est pas une exigence, mais une demande du salarié qui vous la présente par écrit, lui rappeler que normalement, si vous devez faire une restructuration, vous devez appliquer les critères de l'ordre de licenciement. Et s'il demande, même s'il n'est pas visé normalement en application des critères, il vaudrait mieux le doubler d'un protocole dans lequel il s'engage, lui, par anticipation, à ne pas critiquer la non-applicabilité des critères si normalement il n'est pas visé en premier par une mesure de licenciement. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit, enfin, voilà, c'est pas un non-sujet, ça. Puis-je procéder à une ou des embauches pendant l'activité partielle et la future APLD? Alors, j'y ai répondu et j'ai vu une petite question parce que j'ai visé les cas des salariés embauchés pour développer une activité qui n'existe pas ou des compétences qui ne sont pas présentes. Et j'ai vu une petite question qui me disait, mais si j'ai plein de départs et que je n'ai plus assez de masse salariale, oui, effectivement, mais avant d'embaucher, dans ces cas-là, se poser la question d'augmenter le temps travaillé et donc diminuer le temps chômé avant d'embaucher sur une même activité.
ça semble compliqué. Donc, avant d'embaucher sur un poste qui existe déjà en activité partielle, vous devez évidemment augmenter le temps travaillé et diminuer le temps chômé. D'autres questions? Oui, il y a des questions. Là, compte tenu des efforts faits pour maintenir les emplois, n'est-il pas contre-productif de devoir respecter pour un licenciement économique la comparaison avec N-1, ce qui veut dire qu'on doit licencier tout de suite si on veut comparer avec l'activité avant la crise? Bon, j'avoue que je n'ai pas… Bah, si je comprends bien la question, je l'ai évoqué à demi-mot. Tous les textes qui sortent, effectivement, vous permettent de comparer, par exemple, pour les prêts, le fonds de solidarité. Je le fais en cours, Lionel, et pour tous les autres. Normalement, le motif économique, en fonction de la taille de votre entreprise, vous devez justifier la difficulté économique et la baisse significative d'un des indicateurs, et notamment commande ou chiffre d'affaires, par rapport à un ou deux trimestres de N-1. Ben, la question, c'est quid? Parce qu'à partir du deuxième trimestre 2021, si vous le comparez par rapport au deuxième trimestre 2020, vous étiez déjà très sinistré dans votre activité. Donc, il n'y a pas vraiment de motif économique, puisque l'activité est déjà sinistrée, vous avez maintenu les emplois. Alors, il y a quand même un motif économique, puisqu'il y a une baisse de trésorerie, il y a une aggravation des difficultés, puisque vous avez déjà touché à votre trésor, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la loi n'a pas prévu de modification de la date de comparaison pour les difficultés économiques. Mais vous serez sur d'autres indicateurs. Je vous rappelle que le motif économique il peut porter sur 5 indicateurs qui sont définis par la loi, la baisse également de trésorerie, la baisse de chiffre d'affaires, la baisse de commandes. Donc, on n'est pas seulement sur la baisse de chiffre d'affaires, mais c'est un sujet quand même. Peut-on stopper des périodes d'essai mis en chômage partiel depuis mars 2020? C'est le problème. Les périodes d'essai, normalement, elles sont faites pour vérifier l'aptitude du salarié sur son poste. Donc, si elles sont mises en stand-by depuis tant de périodes, ce serait assez déraisonnable de le faire parce que ça veut dire que si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que vous n'avez pas eu la capacité d'apprécier les aptitudes professionnelles. Donc, il faut happer et attendre la reprise d'une activité, voir s'il est apte à son poste et sinon rompre la période d'essai. Mais la période d'essai, elle ne peut être rompue, non pas pour motif économique, parce qu'il bénéficie de l'AP, mais pour la non-aptitude au poste. Ou alors, il fallait le faire tout de suite. Tu as une question qui est revenue. Une question sur les ruptures conventionnelles. Alors, une rupture conventionnelle, ce n'est pas un licenciement, par définition. La rupture conventionnelle, il y en a qui le demandent, les salariés, s'ils ont tout de suite retrouvé un travail. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt aux salariés à demander une rupture conventionnelle plutôt qu'un licenciement économique, parce que je vous rappelle qu'en RC, en rupture conventionnelle, le salarié perçoit Pôle emploi, bien entendu, mais il ne percevra que 57% de son salaire brut. S'il est licencié pour motif éco, par accord et les parties se rapprochent, et là, a priori, il y a un motif éco, le salarié percevra avec le CSP 75% de son salaire brut touché en net. Donc aujourd'hui, s'il y a des difficultés, je ne vois pas pourquoi un salarié demanderait une RC plutôt qu'un licenciement éco, sauf s'il a déjà une perspective de réemploi ailleurs et de reconversion. La question qui était posée, c'est peut-on faire une rupture conventionnelle pendant la PLD? Ah ben oui, absolument. Bah oui. Ah, aucun problème. Je pense qu'on a fait quand même… Est-ce qu'il y a d'autres questions, juste avant de passer au point divers avec des questions, pas mal de questions, mais sur d'autres sujets? Si vous avez d'autres questions vraiment sur ce sujet des licenciements économiques, des réorganisations, c'est le moment. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc, on va passer à la partie divers avec différentes questions. Alors ça, c'est une question d'ailleurs qui a été redonnée dans le chat. Pardon, je reviens en arrière. Excusez-moi. Hop. Effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des faillites chez les fournisseurs qui sont souvent étrangers des AGV, en compagnie aérienne, réceptif, hébergement. Et nous, les AGV, nous devrons rembourser quoi qu'il en coûte les clients. Est-ce que des actions sont envisageables côté EDV, du genre prise en charge, mais par qui et comment, des sommes non remboursées par les fournisseurs, un fonds de solidarité bis, une espèce de garantie financière avant faillite? Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui inquiète beaucoup notamment les tours opérateurs, de devoir faire face à des défaillances de réceptifs
à l'étranger? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées sur la question? Que répondre? C'est un vrai sujet. Plus le temps passe entre le moment où on fait voyager nos clients et le moment où on a réservé, plus le risque de fragilité des fournisseurs est réel. Mais il n'y a pas de parade d'assurance, il n'y a pas de fonds en ce moment. Oui, on met en avant ce sujet auprès des pouvoirs publics. Donc, c'est quelque chose qui est très présent, hein. En dehors de la problématique du remboursement des PGE, des avoirs qu'il faut, de l'argent des avoirs qu'il faut sanctuariser, le fait d'être engagé auprès de fournisseurs qui ne sont pas forcément contrôlables et fiables pour certains, c'est un vrai sujet. On le met en avant, mais je ne peux pas dire qu'on a obtenu un fonds de solidarité bis pour ce point-là. Donc, on est très attentif à ça. Pour le moment, il n'y a pas de solution, clairement, il n'y a pas de solution. Il y a une des solutions qui est effectivement pour les opérateurs qui passent par des centrales de paiement, mais je pense plus aux distributeurs, pour l'achat en direct auprès des fournisseurs. Je parle étranger, mais sinon, pour le moment, on n'a pas de solution. C'est un point qu'on met en avant régulièrement. Je vois beaucoup de questions, si tu permets, sur la responsabilité de plein droit. C'est sûr qu'on est un peu dans cette situation du fait à cause ou grâce à la responsabilité de plein droit. Alors, il faudra bien s'en servir un moment pour dire qu'on a fait face par rapport à nos clients, à toutes les attentes. On n'a pas aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, le sujet n'est pas sur la table et il devrait l'être au niveau européen. Donc, c'est pour le moment pas le cas. Ouais. Alors, les tests PCR pour rentrer en France sont excessivement onéreux. Ne peut-on pas avoir une prise en charge par la Sécurité sociale française? Voilà. Comme c'est le cas d'ailleurs pour les tests. Aujourd'hui, les tests, on peut faire des tests PCR sans ordonnance et c'est totalement pris en charge. Donc, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un qui revient en France de faire le test sous ces conditions-là? Pour les Français, en tout cas, ça doit être possible de faire payer par la Sécurité sociale. Peut-être que pour les non-Français, la question, c'est peut-être au retour dans le pays de destination avant de revenir. C'est peut-être ça la question. Ah, peut-être au retour dans le pays de destination. Mais c'est sûr que la Sécurité sociale ne prendra pas en charge. Alors, j'ai vu que certains tours opérateurs le proposaient, l'incluaient dans leur voyage. Voilà, c'est commercial, je dirais, mais c'est vrai que si c'est à destination, personnellement, je pense que c'est à la charge du client. Hein. Pour moi, ça ne doit pas être à la charge du voyagiste. Ah bah, pour le moment, oui, c'est à la charge du client, sauf à ce que vous vendiez cette prestation. Si vous la vendez en plus, vous êtes responsable d'un tas de choses. Il n'a pas à exiger de la part de l'agence de voyage qu'elle lui paye le test PCR pour rentrer en France. Au même titre que quand vous faites un passeport, c'est à la charge du client. Enfin, voilà, ça va un peu dans le même esprit. Mais c'est sûr que s'il y a des tests obligatoires aller-retour, comme on le voit, ben voilà, ça va commencer à peser sur le budget des clients. Donc, c'est une vraie réflexion certainement à avoir à un moment donné. Mais... Que peut-on faire contre les compagnies aériennes, exemple Air France, qui mettent en place des hotlines payantes? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de sujets avec les compagnies aériennes actuellement. Hein. Et c'est vrai que la question des remboursements est encore assez sensible pour certaines compagnies. Visiblement, il y a aussi le sujet des hotlines payantes. Je crois qu'on est très actif vis-à-vis des compagnies aériennes, mais pour l'instant, c'est compliqué, on va dire. On a plein de combats que nous menons, et notamment celui des remboursements des avoirs qui ont été émis par les compagnies. Air France, d'ailleurs, bouge sur ce point-là, commence à rembourser. C'est vrai que voilà, ce sujet-là n'a pas été abordé encore par les EDV, mais il faut mettre en concurrence, en fait. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été vraiment remonté encore beaucoup auprès de nous, mais si effectivement il y a des abus des compagnies aériennes, on est prêt à entendre le message et n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et on pourra remonter la chose. Compte tenu des soucis de garantie financière pour un grand nombre d'agences qui payent pour les erreurs de Thomas Cook, serait-il possible d'envisager un rapprochement avec la BPI afin de garantir les agences? Alors, pour le moment, on travaille vraiment. Alors, on est dans la, comment dire, on est très très attentif à la situation des garanties financières en général,
du fait que pour le moment, et Alix Philippon l'a dit la semaine dernière, elle ne peut plus émettre de garantie financière, du fait que pour tout nouveau entrant sur le marché, on n'a pas aujourd'hui vraiment de garant, on en a 3 en tout, un qui n'a plus le droit d'émettre de garantie, un autre qui a déclaré ne plus vouloir en émettre et un autre qui sera très regardant. Donc, on a une problématique qu'on a vraiment identifiée. On travaille avec les pouvoirs publics, en tout cas pour essayer, sans parler de la PST, hein, qui fait le travail qu'il faut avec les pouvoirs publics, nous, pour pointer du doigt le fait que pour le moment, il n'y a pas de garant accessible. Après, est-ce que la BPI est une alternative? Je pense que ce n'est pas… on a parlé avec la BPI, mais ce n'est pas vraiment leur cœur de métier. Possibilité de faire appel au plan de relance mis en place par le gouvernement. Peut-être évoquer les discussions qu'on a actuellement avec la DGE. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être une entreprise individuellement hein, qui décide d'aller sur le plan Relance France. Vous savez qu'il y a des enveloppes qui ont été déterminées et celles qui sont, on va dire, qui paraissent en adéquation avec notre activité, il y a une enveloppe sur les ouvertures, les boutiques ouvertes au public, les points de vente. Il y a une enveloppe sur la digitalisation, voilà, pour le verdissement. Donc, il y a des moyens de demander des aides. Et nous, au niveau d'EDV, Lionel, tu l'as dit, on travaille sur la mobilisation de ces enveloppes pour l'ensemble du secteur sur différents axes. Alors, ça prend toujours un peu de temps, mais bien sûr que c'est possible. Sachant, c'est vrai qu'on est, et c'est aussi le cas pour la DGE, concentré sur les aides immédiates, notamment la prise en compte des coûts fixes, le fonds de relance sur les prochains mois. Mais c'est vrai qu'à moyen terme ou à long terme, il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans ces plans de relance et il serait légitime que le tourisme puisse en profiter, si vous me permettez le mot profiter. Question. Alors, vous voyez, j'ai filtré aucune question. Quelle est réellement l'implication de M. Lemoine dans la gestion de notre crise? Votre interlocuteur privilégié est-il à présent M. Griset? Franchement, ils sont impliqués, vraiment. Et nos interlocuteurs, c'est le ministre, c'est M. Lemoine quand c'est les sujets qu'il traite, M. Griset quand on est sur les problèmes TPE-PME, souvent les deux quand on a envie que les choses bougent des deux côtés. Le cabinet Le Maire, le cabinet Borne qu'on a vu la semaine dernière, voilà, c'est tous les ministres qui ont de près ou de loin dans leur tutelle, sous leur tutelle, des entreprises. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du secteur. En tout cas, oui, leur implication est grande. Après, toutes les décisions ne relèvent pas, vous le savez, de ces ministres-là et même parfois de Bruno Le Maire ou d'autres. Mais on a une mobilisation des équipes autour des ministres et des ministres qui est franchement… Et puis des contacts qui sont fluides et au plus haut niveau. Une question qui est intéressante, je trouve. Dans quel cas possible pourra-t-on imposer aux salariés de se faire vacciner contre le Covid-19? C'est peut-être plutôt une question pour Marie-Laure, ça. Pardon? Dans quel cas peut-on imposer aux salariés de se faire vacciner contre le Covid-19? Alors, aucun. Tant que le vaccin du Covid n'est pas exigé par le Code de santé publique, hein, c'est impossible. Voilà. On ne peut imposer aux salariés que les vaccins qui sont obligatoires, imposés par le Code de santé publique, ou alors exigés par la médecine du travail pour des secteurs qui seront très particuliers et qui sont déjà visés, personnel hospitalier, en lien avec les personnes médicaux, mais aucun. Vous ne pourrez pas tant que ce n'est pas exigé par le Code de santé publique. Et le passeport, la question du passeport vaccinal, est-ce que les agences auront le droit, de leur propre initiative, d'exiger un tel passeport? En fait, est-ce qu'en tant qu'agence, on peut imposer à nos clients d'être vaccinés ou, si je traduis la question. Pour imaginer qu'un opérateur de croisière français dise je demande à ce que mes clients soient vaccinés. Est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses ne sont pas très fixées sur ce sujet-là? Je m'abuse. C'est pas fixé. Bon. Et alors la dernière question, est-ce que les formations prises en charge par l'État, désolé pour les fautes, j'ai fait des copier-coller, est-ce que les formations prises en charge par l'État ont été reconduites au-delà du 31 décembre? Oui. Je rappelle que c'était reconduit à hauteur de 70%, une prise en charge à hauteur de 70%. Peut-être Valérie, dire un mot des discussions sur ce point avec l'OPCO,
Oui. Alors, le FNE, hein, c'est la formation, enfin, c'est le dispositif qui était pris en charge par l'État quand vos collaborateurs sont en activité partielle, parce qu'il y a d'autres dispositifs, hein, les autres n'ont pas disparu. Mais celui-ci, c'est celui qui nous a le plus intéressé, puisqu'il y avait une prise en charge complète par l'État des coûts pédagogiques pendant l'activité partielle. Nous avons consommé au niveau de l'OPCO, et il y a de multiples branches à l'OPCO, on n'est pas évidemment la seule, la moitié à nous tout seuls, des demandes de fonds de formation au titre du FNE jusqu'à la fin du mois de novembre. Cette prise en charge, elle est repassée à 70% depuis décembre, et elle repassera en cas de mise en place de l'APLD à 80%. Nous avons des actions vraiment récurrentes auprès de l'État pour demander à ce que l'on revienne sur une prise en charge maximum. Je pense qu'il n'y aura pas de retour à une prise en charge à 100%, mais en revanche, je vous l'ai déjà dit, on a fait une action avec l'OPCO auprès du cabinet Borne pour qu'ils autorisent l'OPCO à prendre en charge le reste à charge. Donc, jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas de retour, et ce matin, j'ai eu un retour de l'OPCO. On n'a pas de retour du cabinet Borne que j'ai relancé. Par contre, l'OPCO est en train d'essayer de mettre en place un dispositif. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, Lionel, mais ça pourrait être l'objet d'une prochaine réunion. Il semblerait qu'on arrive à trouver une piste. Alors, c'est toujours pareil, c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais pour les entreprises qui comptent moins de 50 salariés, je pense qu'on va arriver à quelque chose avec l'OPCO pour, au final, prendre en charge 100% des frais pédagogiques. Voilà. Et ensuite, on regarde pour les autres entreprises. Donc, j'ai reçu ces informations juste avant notre réunion. Il faut que je les affine et que je les approfondisse, mais on ne lâche pas ce point parce qu'on sait à quel point, justement, c'est important et pour le moral des salariés qui sont chez eux en activité partielle, parce que ça fait pour certains de nombreux mois qu'ils ne travaillent pas opérationnellement, parce que les compétences, ça doit s'entretenir et s'accroître, et pour les entreprises aussi, pour garder ces compétences. Donc, ce dispositif, il est important, et je pense qu'on va réussir à avancer sur ce point. Je précise merci, juste merci. Lionel, Oui. il y a juste une précision supplémentaire, c'est que c'est un vrai engagement de la part des employeurs prévu dans l'accord APLD. Alors, bon, je n'ai pas mis cette question en dernier par hasard. C'était la dernière question, hein. Vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de questions, et je remercie vraiment Valérie et Marie-Laure pour leur temps. Sur la formation, donc c'est effectivement en discutant avec Jean-Charles Franchomme du CDMV, que je remercie d'ailleurs pour sa présence, on pense vraiment côté employeur, côté salarié, que c'est un sujet extrêmement important pendant cette période, on va dire, d'inactivité. Et Valérie vient de le dire, hein, c'est un sujet important à la fois pour maintenir les compétences, et j'ai envie de dire profiter aussi de ces moments pour les améliorer, et aussi en termes de management vis-à-vis des salariés, et notamment vis-à-vis de salariés qui sont, on va dire, en totale inactivité depuis plusieurs mois. Le fait de leur proposer une formation, c'est aussi une façon de leur faire passer le message qu'on compte sur eux et qu'ils sont importants. Et on sait ô combien cette dimension, on va dire, de management, de motivation est importante pour les entreprises, pour les salariés bien sûr, et sera vitale pour le redémarrage. Donc c'est un vrai sujet. On sait que c'est un sujet complexe. Il existe aujourd'hui des dispositifs qui sont à l'initiative des employeurs, ceux que vient de mentionner Valérie, mais il existe aussi des dispositifs à l'initiative des salariés. Et donc on se propose, en partenariat avec le CDMV, d'organiser un prochain Zoom courant février, à la fois pour, on va dire, présenter les dispositifs, encore une fois, ceux à l'initiative du salarié, ceux à l'initiative de l'employeur, et puis aussi avoir différents intervenants qui puissent présenter les formations qui existent, parce qu'on n'a pas toujours idée finalement de quelle formation proposer. Je donne un exemple, il existe aujourd'hui des formations courtes sur le tourisme responsable, qui selon moi sont extrêmement utiles et importantes compte tenu de l'évolution de notre profession, et donc ils peuvent être actionnés en quelques jours et à des coûts qui objectivement sont très faibles. Donc on va essayer d'organiser ça dans les prochaines semaines. Je tiens encore à remercier Valérie. Oui, Marie-Laure? Je tiens à dire que c'est primordial pour le management, mais pour le salarié et pour les deux parties,
Parce qu'en faisant ça, vous respectez, je rappelle, l'obligation de moyens renforcés de l'employeur. Ouais. Justement, c'est pas toujours veiller facile, à la santé morale de vos salariés. Voilà, il y a une vraie responsabilité. Et c'est pas toujours facile quand on est confronté sais bien, à de telles difficultés, évidemment, de penser à former ses salariés. Quand on est une TPE, qu'on n'a pas forcément un directeur de ressources humaines, c'est compliqué. Puisque justement, je voulais te remercier tout particulièrement, Marie-Laure, hein, pour ton engagement aux côtés des entreprises du voyage. Je sais que ces réunions, tu arrives avec les réponses, mais ça a nécessité de ta part un grand travail en amont. Et voilà, je tiens vraiment à te remercier. Je signale évidemment à nos adhérents que si vous faites face à des problématiques complexes, notamment concernant sur des grandes entreprises ou moyennes entreprises, l'APLD ou les systèmes de restructuration, ils peuvent évidemment faire appel à toi. Bien sûr. Je sais qu'il y a des accords particuliers qui existent pour les adhérents des entreprises du voyage. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le souligner. Merci encore. Voilà, je crois il est 16h40, donc ça fait 1h40 qu'on est ensemble. Moi, avant de vous quitter, je veux évidemment vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Bon, on n'est plus si sûr qu'elle sera meilleure que 2020, mais on pense quand même qu'elle devrait s'améliorer dans les mois qui viennent. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Et je précise que nous mettrons à disposition le replay de cette conférence pour ceux qui n'ont pas été présents. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Valérie, merci Marie-Laure. Au revoir à tous. Au revoir à tous.